Bonjour, François Bouteille. Je vais donc passer au deuxième cours sur la vapeur. On a déjà élaboré un petit schéma. Ce schéma comporte trois usages. Comme toujours pour nous, il s'agira de savoir quoi mesurer et quoi mesurer de manière utile. C'est une information aussi pour vous. Vous saurez quel type de mesure vous pouvez envisager peut-être d'installer à poste fixe, quelles difficultés vous pouvez rencontrer et aussi quel intérêt présentent ces mesures. Voilà. Donc l'installation qu'on a envisagée comporte donc trois usages. Un usage qui serait de la cuisson. On voulait en fait un usage où la vapeur reste dans le produit. Il y a quelques usages comme ça, où la vapeur, il n'y a pas de condensat qui ressort, ça ressort sous forme de buée dans une cheminée, un extracteur, vous voyez. Pas question de recycler des condensats. Il y en a d'autres comme, comment dirais-je, l'eau chaude process, et puis le chauffage des locaux, qui donne lieu à en général une récupération presque intégrale des condensats. Il n'y a pas de raison ce sont des échangeurs, donc ce sont des échangeurs thermiques. La chaleur est transmise de la vapeur à un réseau d'eau chaude à travers une surface métallique. Il n'y a pas de contamination normalement. Et donc on va recycler ces condensats. On a choisi ici de les recycler directement dans la pression atmosphérique dans une bâche alimentaire plutôt que de les recycler sous pression dans la chaudière. À mon avis, c'est un des éléments où il y a quelque chose à réfléchir, vous voyez. Donc les éléments, vous voyez ici que les éléments qui vont faire partie de la conduite et puis de la conception aussi de l'installation, c'est le choix du combustible. Vous voyez, éventuellement, quand on a plusieurs combustibles, savoir passer d'un combustible à l'autre, ce sont des choses qui quelquefois posent des problèmes. C'est bien de poser en tout cas le problème pour nous. Le traitement d'eau, le traitement d'eau, c'est un élément extrêmement important. Le traitement d'eau. Le taux de recyclage des condensats, on va voir ce que ça veut dire. Ça fait partie des éléments qui sont importants. Et je dirais que quand on voit une installation comme ça, on comprend que la vapeur part de la chaudière, traverse un réseau de distribution qui n'est pas trop précisé. Il n'y a rien de très... c'est pas extrêmement important, je dirais, pour nous de regarder en détail le réseau d'une installation imaginaire. Vous voyez, c'est plutôt dans votre site. Ce que je dirais, c'est que, un peu comme on a vu, ça peut exister pour les températures très basses, pour l'eau glacée, vous voyez, qui est en dessous de la température ambiante, eh bien, on va être intéressé par certaines grandeurs, vous voyez. Donc les grandeurs qu'on va vouloir définir, calculer, mesurer, ce sera le rendement de la chaudière. Donc, quel rendement? Il y a plusieurs manières de calculer le rendement. Il y a pas mal d'incertitudes sur cette notion de rendement. Par exemple, actuellement, ma petite société est chargée de vérifier le rendement d'une chaudière vapeur chez un client important qui a une démarche genre ISO 50001, donc mise en place d'indicateurs. Et il y a eu plusieurs études qui ont été faites et la valeur du rendement de la chaudière varie dans une plage de 12%. Vous voyez, si je me souviens, 10 ou 12%, ce qui est beaucoup. Vous voyez, ça veut dire que soit la chaudière a un fonctionnement différent selon des régimes de marche, vous voyez, le moment où elle est mal utilisée, soit il y a eu des erreurs de mesure sur certaines de ces études, parce que le rendement ne peut pas être si variable. Vous voyez, s'il est très variable, c'est qu'il peut y avoir des erreurs de mesure. Alors, le deuxième point, donc on va parler de rendement de chaudière pour l'instant. On verra un peu comment mesurer un rendement de chaudière, comment nous sommes équipés pour apporter des vérifications dans certains cas. Deuxièmement, il y aura un rendement qui est extrêmement peu connu, qui est le rendement de distribution. Donc, c'est un souvenir pour moi, mais j'ai calculé le rendement de distribution d'un réseau de vapeur dont j'avais une partie de la responsabilité. Enfin, j'étais responsable des fluides dans une usine. Et je suis fièrement allé voir mon chef en lui expliquant que le rendement de distribution de notre réseau était... J'avais fait quelques mesures sur 2 ou 3 process qu'on avait. On avait
un peu de vapeur sur le chauffage, un peu pour chauffer de l'eau qui servait en fait à refroidir des moules, mais il fallait que ce soit de l'eau à une température bien précise en verrerie, et à refroidir des noyaux en fait. On n'avait pas de cuisson, nous, je sais plus ce qu'on avait comme usage de la vapeur. Dans certains cas, on utilisait l'eau, les condensats de vapeur, on les utilisait pour servir d'eau déminéralisée et laver des pièces de verre. On faisait des écrans de télévision à l'époque, vous voyez. Donc, j'avais calculé un peu tous ces trucs-là, et j'étais arrivé à la conclusion que le rendement de distribution de notre réseau était largement inférieur à 50%. Je crois qu'il était de l'ordre de 30-35%, un truc comme ça. Et à peu près nul quand le chauffage était arrêté. Voilà. Et donc, en fait, nous avions un réseau immense, parce que l'usine avait réduit un peu certains de ses bâtiments, certaines de ses activités. Il y a une des 4 usines sur le site qui avait disparu, c'était l'usine B, je me souviens. Et donc, il y avait un tuyau qui partait, qui faisait, je sais pas moi, 800 mètres, et qui alimentait un petit échangeur de moins de 100 kW au bout, vous voyez. Et donc, les déperditions sur ce réseau très très étendu, le fait qu'il n'y ait pas de retour de condensat, faisait qu'on avait des pertes très importantes à travers des calorifuges qui existaient, vous voyez, mais qui n'étaient pas complets. Les vannes n'étaient pas calorifugées. Et de toute manière, si vous avez une consommation très faible, la vapeur, en fait, se condense dans les tuyaux, inévitablement. Et ça pouvait même geler en hiver, vous voyez, c'était un peu gênant. Alors en hiver, quand même, le chauffage fonctionnait, donc ça gelait pas, ça pouvait geler sur certains purgeurs. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? On va trouver ici des éléments qui pourront être intéressants, qui sont des rendements d'utilisation, des rendements d'usage qui existent. On peut parler de performance, vous voyez, au niveau de certains usages, comme le chauffage des locaux. On va dire, voilà, normalement, un local de ce volume, on devrait le chauffer avec tant de kilowatts. Donc ça, c'est une étude thermique bâtiment. L'eau chaude process, quand on a été consulté, c'était rarement pour des questions énergétiques, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à atteindre la température souhaitée pour différentes raisons, qu'on expliquera un peu plus tard, et où les mesures ont été très utiles. Et enfin, bon, le débit qui est perdu, ben, ça s'ajoute aux condensats qui ne sont pas recyclés, qui sont éventuellement jetés à l'égout. Quand c'est utilisé, on sait au moins que ça a été utilisé de manière utile pour la société, on en est satisfait, quoi. Mais on doit dans ce cas-là compenser les pertes par un appoint d'eau et un traitement d'eau adapté. Voilà. Alors, sur ce schéma, on va se poser des questions de quoi mesurer déjà. Rendement chaudière, alors on peut imaginer de faire le rendement de chaudière par 2 manières. Vous voyez, on mesure quelquefois le rendement par les pertes, ça consiste à mesurer la température des fumées, à mesurer donc ma chaudière. Pourquoi ne pas la représenter de manière plus complète? On va avoir une chaudière avec une cheminée. Je représente ça comme ça. C'est amusant, c'est pas souvent des cheminées qui ont cette forme-là, elles sont souvent métalliques aujourd'hui, mais il y a une cheminée, quoi. Normalement, il n'y a pas trop de panache en haut, vous voyez. Ça dépend de ce que vous brûlez. Donc, les mesures qu'on peut envisager, c'est des mesures techniques, c'est de mesurer dans les fumées la température des fumées, mesurer l'oxygène, qui nous permet de calculer en fait l'excès d'air et donc la quantité de chaleur perdue parce qu'on a dû chauffer de l'azote qui ne servait pas à la combustion et un peu d'oxygène en plus, vous voyez. Donc, le calcul de l'excès d'air, éventuellement on va mesurer la teneur en CO, mais ça c'est plutôt une question pour régler le brûleur. Il faut pas qu'il y ait de monoxyde de carbone. Le paramètre important, c'est l'oxygène dans les fumées et la température de la fumée ou des fumées. Voilà. Alors l'autre manière consiste à mesurer le débit de vapeur. Le débit de vapeur, très souvent, ça peut se mesurer soit sur des organes déprimogènes, comme des diaphragmes. Le diaphragme qui n'est pas du tout adapté pour l'air comprimé parce qu'il génère des pertes de pression. Dans le cas de cette usine, vous voyez bien qu'à aucun moment on utilise l'énergie potentielle de pression de la vapeur. Pour la cuisson, on utilise seulement la chaleur de la vapeur. Pour l'eau chaude process, il faut qu'il y ait un peu de pression pour que ça circule, vous voyez, mais très souvent, l'eau chaude process, si on la fait à 105 degrés, on pourrait avoir de la vapeur à 1 bar, ce serait 1 bar et demi, ce serait très bien. Le chauffage des locaux, de même, on n'a pas ici quelque chose qui soit un moteur à vapeur. Voilà, on n'a pas de production d'électricité à partir de vapeur, ce n'est pas le genre d'application. Donc, on peut se permettre de perdre de la pression. Donc, on doit avoir ici un débit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le débit doit être complété de 2 manières, mesuré de 2 manières. Voilà, il peut être mesuré
corrigé en fait avec une mesure de température en général. Ça, c'est adapté si la vapeur est saturée. Et, ou alors, corrigé en pression et en température, c'est ce qu'on fait si la vapeur est surchauffée. Voilà. Donc, à un moment donné, une question importante, c'est de savoir si la vapeur est vapeur saturée ou vapeur surchauffée. Donc ce sont des choses qu'on va préciser dans la suite de ces petits cours, mais pour une pression donnée, eh bien, la vapeur saturée a une température donnée. Vous voyez, si vous continuez à chauffer cette vapeur, eh bien, la pression va rester la même, mais la température va augmenter, et on va passer en vapeur surchauffée. Ça se voit sur le diagramme de Molly. Donc, on va supposer, nous, qu'on est en vapeur surchauffée, c'est le cas le plus complet, c'est pas essentiel à notre discussion ici. On va avoir ici donc le débit, corrigé pression et température, débit corrigé pression et température, débit corrigé pression et température. C'est souvent intéressant d'avoir ce type de répartition. Vous voyez, le débit de gaz naturel sera un élément tout à fait essentiel, évidemment. Alors, oui, ces débits, très souvent, nous les mesurons pour des campagnes de mesure brèves au moyen de microturbines à insertion. On présentera un peu ce type de moyen de mesure. Ça présente l'avantage de l'ergonomie. Par contre, c'est une mesure qui n'est pas normalisée et qui n'est pas forcément la plus précise. Le diaphragme, ou alors certains matériels qu'on appelle des diaphragmes à orifices variables, qui ont une plus grande étendue de mesure, sont très utiles sur la vapeur. On trouve aussi des vortex qui sont quelquefois utilisés. Ce n'est pas forcément ce cas de plus précis dans les petits débits, vous voyez, mais ça permet de mesurer bien les forts débits. Alors ici, je vais mettre un point d'interrogation, c'est un truc dont on parlera. La mesure du débit de condensat à pression atmosphérique est souvent pas du tout un cadeau. Vous voyez, c'est un truc où on a des tas de soucis. On peut être amené à envisager dans les calculs des purges de déconcentration. Et là aussi, la mesure de ces trucs, c'est vraiment un truc délicat, on en parlera. Enfin, on mesure assez facilement le débit d'eau traité, ou alors le débit d'eau allant en amont du système de traitement d'eau, vous voyez. C'est pas forcément le même, parce que le traitement d'eau peut faire perdre un peu d'eau. C'est le cas notamment des osmoseurs. Voilà, donc ici, on peut avoir un débit d'eau traité. Voilà. Alors les choses qui sont importantes à mesurer encore, qu'est-ce que je dirais? C'est pas essentiel, mais on peut mesurer les kilowatts qui sont consommés, les kilowatts électriques consommés par cette installation. Et dans la mesure où il y a du chauffage, c'est toujours très intéressant de mesurer par exemple ici une température ambiante. Là, de mesurer la température de l'eau chaude process. La cuisson, c'est un paramètre là, plus difficile à instrumenter. Je dirais que on va sans doute s'arrêter là pour notre campagne de mesure. Ce sont en tout cas les mesures qui me viennent à l'esprit. Donc le débit ici, bien sûr, il faudra un débit massif. Vous voyez, donc, sur le gaz naturel, c'est souvent des compteurs à turbine. Quelquefois, le biogaz se mesure quelquefois avec des compteurs, des limètres massifs thermiques. Les tubes de Venturi pourraient être bien sympathiques sur ces applications-là. Vous voyez, les tubes de Venturi ou tubes de Pitot, vous voyez, on peut imaginer même des diaphragmes. Voilà, ça, c'est pas du tout impossible. Très souvent, c'est du matériel des mètres volumétriques à turbine un peu fragile, mais qui sont très fréquemment utilisés et très précis, voilà, sur 1 ou 2% près. Voilà, je vous remercie. Ça, c'est la fin de notre deuxième cours. Nous allons voir maintenant dans la suite comment on peut dire des choses utiles et intéressantes sur la manière de conduire ce genre d'installation. Vous voyez, qu'on va peut-être compliquer un peu pour se rapprocher de cas où vous pouvez avoir besoin d'une réflexion et peut-être de mesures.